chinoise de Bangkok. Vous savez, ma famille est dans l'industrie du riz depuis très longtemps, depuis la génération de mon grand-père. Déjà à l'époque, mon grand-père spéculait sur le prix du riz. Pour savoir quand il fallait acheter et quand il fallait vendre, il observait le niveau du fleuve. Si le niveau était haut, alors le prix baisserait, et vice-versa. Pendant plusieurs décennies, il a très bien gagné sa vie en observant simplement le niveau du fleuve. Du temps de mon père, on écoutait la radio pour avoir des informations sur les moussons. Si les pluies étaient abondantes, le prix baisserait, et dans le cas contraire, le prix serait élevé. Ma génération essaie aussi de comprendre ce qui fait fluctuer les prix. Ce n'est pas facile de deviner, mais on essaie toujours. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus compliquées. Après le traditionnel repas, les exportateurs mettent les informations dont ils disposent sur la table. Volume exporté et prix négocié au cours de la semaine écoulée leur permettent d'établir un cours du riz. C'est un prix indicatif, mais qui a valeur de référence mondiale et que va suivre attentivement un autre acteur du marché, l'importateur africain. Retour au Sénégal, sur le port de Dakar. Il y a encore quelques années, l'État était l'unique importateur. Il était le seul à pouvoir acheter des cargos de riz. Au passage, ministres et hauts fonctionnaires corrompus se servaient. Ce monopole a été démantelé et aujourd'hui, ce sont des importateurs privés qui ont pris le relais. Moustapha Tall est l'un d'entre eux, une figure à Dakar. Moi, je suis venu ici à Dakar en 80 et je suis parvenu à ouvrir mon magasin en 83. J'ai traîné pendant 3 ans ici pour obtenir un magasin parce qu'on demandait les pas de porte. Et moi, je n'avais pas d'argent pour payer ces pas de porte et avoir un fonds pour rouler. Ce n'était même pas un magasin, c'était 2 chambres collées et on a enlevé le mur qui les séparait et on a ouvert la porte de sur la rue. C'est comme ça que j'ai obtenu mon premier magasin qui n'avait même pas de toilettes ni rien du tout. Ça va? Tu es là? Je suis parti de rien. Personne ne m'a aidé. Monsieur Moustapha Tall, l'État doit l'aider beaucoup. Parce que s'il reçoit des aides pour l'État, ce ne sera pas pour lui, mais ce sera pour la population. Les plus démunis. Les plus démunis. Et le peu que je gagne, moi, sur mon activité, j'essaie de le partager au maximum avec les autres. Des importateurs africains forts de leur personnalité et des exportateurs sino-thaïlandais forts de leur histoire. Le commerce du riz pourrait fonctionner ainsi, mais il y a un troisième acteur, celui qui fait l'intermédiaire entre les deux mondes. Le grand négoce international et ses traders, ceux que l'on accuse souvent de tous les maux, de toutes les spéculations, de toutes les dérives. Confortant cette réputation, ces multinationales inconnues du grand public et installées pour la plupart à Genève recherchent la discrétion à tout prix. Le numéro 1, le français Louis Dreyfus, se fond dans le décor, communique le moins possible et refuse toute caméra. Certaines sociétés de négoce acceptent cependant de parler de leur activité.
pense souvent que les traders, pas seulement de riz d'ailleurs, mais en matière première de façon générale, sont des gens qui travaillent dans des milieux un peu opaques, avec de grandes sommes d'argent en jeu et d'énormes bénéfices, ce qui n'est, en tout cas dans le cas du riz, pas nécessairement le cas. Je pense simplement qu'on sert de relais entre des gens qui produisent, des gens qui ont besoin de consommer et des gens qui ont de l'argent, c'est-à-dire les banques. Donc on est au milieu du système. Un banquier suisse ne peut pas prêter de l'argent à un Malien pour acheter du riz au Pakistan. Il ne peut pas non plus prêter de l'argent au Pakistan pour aller vendre du riz au Mali. Donc il le prête à une société qui est près de lui, qui est proche de lui, culturellement, avec la même appréhension des affaires. Et donc on est un intermédiaire pour l'instant obligé. Yes. Yeah, so in that case, your bank needs to contact my bank. Donc les gens qui travaillent le riz s'intéressent à un produit physique. On ne travaille pas du papier, on ne travaille pas des documents. On achète un produit physique et on vend un produit physique. Parce que c'est pas ce que tu as écrit, là. Tous les intervenants sur ce marché sont des gens qui connaissent le produit physique. Vous ne pouvez pas vous lancer comme ça dans le riz sans le connaître. Vous ne pouvez pas spéculer dans le riz si vous êtes un fonds de pension aux États-Unis. C'est absolument impossible. Donc c'est un métier de connaisseur. Je dirais que le trading du riz n'est pas un métier de grosse tête. Le trading du riz reste quand même un métier relativement basique où la principale qualité, je dirais, c'est d'avoir beaucoup de bon sens et de pouvoir analyser les choses froidement en voyant simplement les grands flux et les risques liés à l'activité. Les grosses têtes, on les laisse dans les banques d'investissement. Le commerce du riz se fait donc à l'ancienne, de gré à gré, en échappant aux grands boursicoteurs. L'exportateur de Bangkok, l'importateur sénégalais, le négociant de Genève. Le trio est cette fois au complet. Les affaires fonctionnent principalement entre ces trois acteurs. Longtemps, le marché du riz a été un long fleuve tranquille. Le prix de la tonne évoluait autour de 200 €, ce qui permettait aux plus pauvres d'acheter un riz bon marché, c'est-à-dire environ 20 € pour un sac de riz de 50 kilos. Tout aurait pu continuer ainsi, mais la machine va s'enrayer. Les premiers signes de la crise du riz apparaissent. À partir de l'automne 2007, on a commencé à voir que certaines récoltes, notamment thaïlandaises, prenaient du retard. Il y avait aussi une situation de déficit en termes de récolte dans un certain nombre de pays, notamment les Philippines et aussi en Afrique de l'Ouest. La météo s'en mêle. Inondations en Inde, sécheresse au Vietnam. Les récoltes ne s'annoncent pas très bonnes. Certains pays exportateurs, qui craignent de manquer de riz pour leur propre population, cessent d'exporter. Sur le marché mondial, le petit grain blanc devient rare. On a été en Égypte, on a été en Inde, on a été au Cambodge, on a été au Vietnam, on a été en Thaïlande, partout. Mais il n'y en avait pas. On a eu à assister même à des scènes vraiment inédites au niveau de l'Inde, par exemple. Des bateaux en cours de déchargement qu'on a déchargés. Ou des interdictions d'exportation totale. Ou des surtaxations pour l'exportation. Ce qui a commencé quelque part avec un problème logistique a fini avec une psychose et une panique dans le marché parce qu'à un moment donné, on ne pouvait pas acheter de riz. Le marché mondial est paralysé et c'est un pays asiatique dont personne ne parle qui va porter la crise à son paroxysme. Les Philippines.
En un demi-siècle, la population des Philippines a quadruplé. Il y a aujourd'hui 90 millions de Philippins, dont 15 millions dans la grande métropole de Manille. Cette croissance démographique, l'une des plus fortes au monde, a fait exploser la consommation de riz, l'aliment de base de toute la population. Une grande partie des Philippins vit en dessous du seuil de pauvreté et consacre donc le gros de ses revenus à acheter du riz. Dans ce pays, l'équation est simple. Si le riz vient à manquer ou si le prix s'envole, c'est la révolte. Le gouvernement le sait et veille à approvisionner les marchés. Les Philippines sont de gros producteurs de riz. Il y a 4 millions d'hectares de rizières avec un très bon rendement à l'hectare. Mais officiellement, ce n'est pas suffisant pour nourrir la population. Et au cours des 10 dernières années, les importations de riz aux Philippines ont triplé. À quelques 200 km de Manille, Jaime Tadeo cultive ses rizières. Jimmy, comme on l'appelle ici, est surtout à la tête du Conseil national des producteurs de riz. Avant, nous importions par intermittence. Mais maintenant, nous importons 1,5 million de tonnes supplémentaires. Nous sommes les plus grands importateurs de riz dans le monde. On est devant le Nigeria. Vous vous rendez compte? C'est paradoxal pour un pays agricole comme le nôtre. Paradoxal ou pas, le gouvernement philippin, en ce printemps 2008, veut importer encore plus de riz que d'habitude. Sur le marché, entre traders, on parle de 2,5 millions de tonnes. Un volume qui, à ce moment-là, provoque la panique sur le marché mondial. On nous a mis dans la tête pendant des semaines et des semaines qu'il n'y aurait plus de marchandises, qu'il n'y aurait plus, que la production était mauvaise et que la demande allait exploser. Bilan 5 morts en une semaine, plus de 60 blessés et un pays encore plus sinistré. On devrait être informé, mais on s'est tous laissé guider par cette image qui était de dire il n'y aura pas assez de riz, il n'y aura pas de riz en Afrique, l'Afrique va mourir de faim. Des enfants aux jambes bien trop maigres et au regard perdu. Ces galettes indigestes à base de terre, d'huile et d'épices sont devenues leur seul remède à la faim. La malnutrition a été quasiment banalisée.